Ces dernières années, la méthode dite norvégienne est de plus en plus utilisée dans les sports endurance. Elle est notamment mise en avant par son meilleur ambassadeur, Jakob Ingebrigtsen. Ingebrigtsen is back. Beaucoup d'athlètes résument cette méthode à la simple mesure du lactate, mais en réalité la méthode norvégienne c'est bien plus que cela. Aujourd'hui je vais te présenter pourquoi est-ce qu'il y a des fondements dans cette méthode qui sont vraiment intéressants et qu'on peut reproduire à son contexte. L'idée n'est pas de faire un copier-coller des entraînements précis de cette méthode, mais bien de s'en inspirer de ces grands principes qu'on peut réutiliser. Cette vidéo ne portera pas sur le sujet de la réussite au niveau international des Norvégiens, mais bien de la méthode d'entraînement popularisée par Marius Bacon. L'objectif de cette vidéo n'est pas de vous faire une présentation complète de la méthode norvégienne, mais bien de ressortir les grands principes qui selon moi seront très efficaces à mettre en place dans l'entraînement d'endurance. Ces grands principes seront bien sûr à détailler en fonction de votre contexte, c'est-à-dire votre historique d'entraînement, votre profil d'athlète, les stress que vous avez en dehors de l'entraînement et les épreuves que vous préparez. Le premier principe, et qui est pour moi le plus important dans cette méthode, c'est le fait de garder du contrôle dans les entraînements à haute intensité. C'est là-dessus que je trouve la méthode norvégienne apporte une grosse plus-value, c'est qu'on n'a pas besoin à chaque séance de vraiment se pousser à fond, mais plutôt d'en garder un petit peu sous le pied à la fin de chaque séance, et au final quand on exécute bien cela sur le long terme, eh bien on voit des bénéfices, on accumule moins de fatigue, on obtient de meilleures adaptations au final, et on voit qu'on progresse mieux. Dans ce sens, la méthode norvégienne a vraiment mis cela en avant. Elle l'a mis en avant via la mesure du lactate, mais d'un point de vue perceptif, on peut également très bien le faire de notre côté. Le deuxième principe, c'est l'utilisation du seuil d'entraînement. Le seuil, c'est un peu un mot général, mais globalement, ça va être des intensités autour du second seuil, entre l'allure semi-marathon et 10 km. Je trouve que c'est très intéressant dans une période où on était vraiment mis en avant par l'entraînement polarisé, qui banalisait un peu plus ces intensités en zone 2, et bien la méthode norvégienne nous ramène un petit peu l'importance de cette zone d'entraînement à ne pas négliger. C'est une zone très intéressante car on peut cumuler beaucoup plus de volume qu'au-dessus du seuil et on peut ainsi accumuler moins de fatigue et davantage stimuler son système dit aérobie sur le long terme. Un troisième principe que je trouve très intéressant, c'est le fait de ne pas diminuer trop son volume en période estivale. Ça c'est notamment un point important pour les demi-fondeurs des coureurs de 1500 mètres, 3000 mètres, 5000 mètres et même 800 mètres, c'est-à-dire qu'ils gardent une stimulation dite au seuil importante durant la saison estivale. Et ça, je trouve ça important puisqu'ils permettent de ne pas se désentraîner, de ne pas perdre ses adaptations aérobies au cours de la saison estivale. Le quatrième grand principe qui est un peu plus discutable mais que je trouve également pertinent, c'est l'utilisation de courtes répétitions, notamment sur les séances à haute intensité en début de saison. C'est-à-dire qu'en période pré-compétitive, les mois qui précèdent le début des compétitions, eh bien, ils ne vont pas faire beaucoup de séances à haute intensité avec de longues répétitions. Ils vont plutôt garder ça pour la période compétitive. Le fait de faire beaucoup de répétitions, de courtes répétitions à volume spécifique, c'est-à-dire à allure 1500 mètres, 5000 mètres, eh bien ça permettra de cumuler un grand volume pour obtenir des adaptations intéressantes sans rendre la séance trop exigeante. Ce qui fera qu'on n'accumulera pas énormément de fatigue sur la séance et donc notre forme physique, on va dire, ne montrera pas trop vite dans la saison et on pourra vraiment privilégier ces pics de forme dans les moments où on le veut. Ensuite, dans la deuxième partie de cette vidéo, j'aimerais énumérer quelques limites du lactate. En effet, on voit beaucoup l'utilisation du lactate mise en avant par cette méthode, mais comme je viens de vous l'expliquer, pour moi, il y a les grands principes sous-jacents à l'utilisation du lactate qui sont bien plus importantes que son utilisation en lui-même. C'est, on va dire, un détail de cette méthode pour moi. Il a ses intérêts, mais il a aussi ses limites qui sont importantes à avoir en tête. Tout d'abord, le lactate, on parle souvent de valeurs absolues, mais on se rend compte que ces valeurs absolues, notamment de 2 millimoles et 4 millimoles, ne veulent pas dire la même chose pour chaque individu. Selon son profil, finalement, on ne sera pas au même niveau d'intensité pour une même valeur absolue. Par exemple, certains auront leur second seuil autour de 4 millimoles, c'est le cas de la plupart des gens, donc c'est une valeur quand même qui est intéressante globalement, mais si on veut être plus précis, il faudra détailler et venir faire vraiment des protocoles pour savoir quelle lactatémie correspond à chaque intensité pour chacun d'entre nous. Sinon, on pourra faire des erreurs dans la prescription de l'entraînement. La deuxième limite du lactate, c'est la durée des répétitions. Selon la durée de notre répétition d'entraînement, notre valeur de lactatémie ne signifiera pas la même chose. En effet, il faut environ entre 3 et 5 minutes, certaines intensités, pour que le lactate puisse se stabiliser. Ça veut dire que lorsqu'on fait des répétitions plus courtes, le lactate n'a pas le temps de se stabiliser, ne nous rapporte pas vraiment l'intensité à laquelle on court. Ça, c'est important de l'avoir en tête aussi, c'est qu'on pourra difficilement comparer nos valeurs de lactate, notamment sur les intensités en zone 3 à haute intensité, on pourra difficilement les comparer du fait que nos répétitions sont souvent différentes. C'est là-dessus que la méthode norvégienne colle bien avec la mesure de lactate, c'est-à-dire que les séances se répètent très souvent. Il y a souvent les mêmes séances dans leur méthode, ce qui fait qu'ils peuvent facilement comparer leurs valeurs de lactatémie, ce qui ne sera pas le cas de tout le monde. Ensuite, une troisième limite du lactate, c'est les stocks de glycogène. Ils vont varier d'un jour à l'autre. Selon l'entraînement qu'on fait, selon notre alimentation, on n'aura pas les mêmes stocks de glycogène en arrivant à l'entraînement, ce qui impactera directement nos lactatémies absolues.
Et donc on pourra difficilement comparer une lactatémie dans une période d'affûtage par exemple ou pendant une période de haute charge d'entraînement. Naturellement, nos stocks de glycogène seront plus bas pendant cette période à haute charge d'entraînement selon ce qu'on a fait, donc les 48 heures, 72 heures avant, ça impactera vraiment le stock de glycogène. Finalement, ça fera beaucoup d'éléments à standardiser pour limiter la variation du lactate et pouvoir vraiment en tirer des conclusions. En conclusion, je ne pense pas qu'on ait besoin de mesurer systématiquement le lactate à chaque entraînement pour pouvoir appliquer les fondements de cette méthode. La mesure de lactatémie est intéressante seulement si la philosophie est comprise et approuvée par l'athlète. C'est-à-dire que s'il a compris pourquoi est-ce qu'on faisait ces mesures de lactate, eh bien elles peuvent devenir intéressantes. Mais on n'a pas nécessairement besoin de faire ça tous les jours. Une bonne connaissance de soi avec un bon contrôle d'intensité via notre RPE sera pour moi primordial et sera un prérequis à la mesure du lactate. La mesure du lactate ne devra jamais venir remplacer nos sensations. Au quotidien, je pense que l'utilisation de notre sensation couplée à une bonne ceinture de fréquence cardiaque sera plus facile et plus écologique, comme on a l'habitude de le dire, que l'utilisation du lactate. Le lactate aura un coût financier, on parle de près de 2 € pour chaque bandelette, sans parler de l'achat de l'appareil d'analyse qui coûtera entre 300 et 400 €. Donc sur le terrain au quotidien, il sera plus pertinent pour moi et plus facile à mettre en place l'utilisation des sensations et de la fréquence cardiaque plutôt que la lactatémie.